Bonsoir à tous. Pour cette nouvelle conférence des Jeudis du Savoir, on accueille Steve Chailloux. Je lui laisse tout de suite la parole. C'est lui qui va vous expliquer son parcours. Merci à tous. Merci beaucoup, Yorana Itotato Farideit Aiteni Arui. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Steve Chailloux. Bon, vous connaissez sans doute mon nom. Je suis spécialiste en langue et en civilisation polynésienne, tahitienne particulièrement. Pour vous dire quelques petits mots par rapport à mon cursus universitaire, je suis anthropologue et sociologue de formation, avec une formation aussi en linguistique. J'ai été étudiant notamment à l'école des hautes études en sciences sociales, avec comme directeur de thèse M. Serge Cherkezov, pour ceux qui le connaissent. Donc à la suite de mes études universitaires, j'ai été tout de suite quasiment recruté pour être professeur de tahitien et de civilisation tahitienne à l'université de Hawaï, basée à Honolulu, université dans laquelle j'ai travaillé pendant approximativement presque 10 ans. Au bout de ces 10 années, je suis revenu m'installer chez nous, en Polynésie française. Donc il y a 1 an et demi, quasiment presque 2 ans aujourd'hui, que je suis revenu m'installer en Polynésie française. Et donc voilà, mes champs, on va dire, d'expertise sont principalement la langue tahitienne, mais pas uniquement la langue tahitienne dans son enseignement académique, c'est-à-dire enseigner le tahitien à des non-locuteurs. Ça, j'ai envie de dire, c'est relativement facile, mais là où je suis particulièrement passionné, parce qu'on parle là cette fois-ci de passion, c'est surtout dans l'étude surtout des stéréotypes et des complexes qu'on peut avoir autour de la pratique de cette langue, le tahitien. J'imagine que, je connais quelques-uns, mais j'imagine que vous ne parlez pas tous tahitien et que certainement vous pouvez éventuellement avoir une certaine vision du tahitien très, comment dire, académique, c'est-à-dire que pour parler tahitien comme une autre langue, finalement, il suffit de l'apprendre, d'apprendre les règles de grammaire, d'orthographe, etc., les structures, et puis ça y est, on se lance et on peut discuter en tahitien. C'est vrai, c'est tout à fait vrai quand il s'agit effectivement d'un public de non-locuteurs non polynésiens. Les Hawaïens, les Américains par exemple, ceux qui j'ai enseigné, effectivement là, ils apprennent les structures de langue, comme en français, comme en anglais, et puis la machine s'emballe et puis ils peuvent commencer à faire des phrases. Quand on est tahitien, particulièrement les tahitiens de ma génération, ou plus jeunes, ou peut-être plus vieux, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens vont dire spontanément « non, je ne parle pas tahitien, non, je n'ai pas envie de parler tahitien », parce qu'ils sont, comment dire, ils sont mus de l'intérieur par certains complexes dont on va parler ce soir. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous lire mon intervention. Je vais essayer de la rendre intéressante quand même. Je suis désolé, je n'ai pas de PowerPoint. Je sais que d'habitude, en tout cas dans le monde universitaire, je remarque une chose, c'est que de plus en plus, dans les colloques et ce genre de choses, les chercheurs utilisent beaucoup de PowerPoint. Et c'est un peu rigolo parce que moi qui ai 33 ans, donc qui suis jeune, entre guillemets, je suis très anti-PowerPoint et je n'utilise quasiment jamais de PowerPoint, donc c'est toujours soit un texte ou soit directement la parole libre, d'autant plus que quand on parle justement d'un sujet comme la langue tahitienne. D'accord ? Donc je fais mon intervention et ensuite on va discuter parce que c'est surtout dans la discussion qu'on peut faire ressurgir des choses très intéressantes pour la pensée, mais aussi des choses concrètes par rapport à la langue tahitienne ou aux langues polynésiennes dans son ensemble. Donc j'ai intitulé mon intervention « La question identitaire dans l'enseignement et dans l'usage contemporain du tahitien ». De la Polynésie française, nous connaissons bien souvent les images de cartes postales, celles présentes dans les kiosques du monde entier qui mettent en avant les paysages figés dans le temps du stéréotype, offrant à l'œil voyeuriste la caricature de la Vrainée, incarnation de l'utopie érotique qui a habité les fantasmes des navigateurs occidentaux du XVIIIe siècle.
De ce territoire composé d'une centaine d'îles et d'atolls colonisés par la France à partir de 1842, nous connaissons également les chants et les danses Oritreiti, qui constituent depuis toujours le cœur battant du concours du Heiwaiteiti, faisant de ce dernier le feu d'artifice de couleurs et de mélodies et de mouvements qui embrasent chaque année le ciel de Tahiti, la capitale. Cependant, si certains fondamentaux de la culture tahitienne tels que le Oritreiti, la danse, ou encore le tatouage sont assez bien connus des amateurs d'exotisme qui, au gré des vols et des courants marins, viennent poser le pied sur cette terre polynésienne, il y a certains traits de la culture maori, de la culture autochtone, qui nous glissent entre les mains si l'on ne sort pas du confort sécurisant de ce que nous connaissons déjà. C'est le cas notamment de l'enchantement que nous procure la verve tahitienne. En effet, de prime abord, si bon nombre d'autochtones maori, ou encore appelés maori, peuvent paraître taciturnes, ceci n'est en aucun cas le signe d'un manque d'intérêt qu'ils accorderaient à la prise de parole ou même à la langue tahitienne qu'on appelle en tahitien Tereotheiti. Effectivement, c'est parce que le Reotheiti est une langue de tradition orale, c'est-à-dire ne possédant pas à l'origine une écriture, que les Maori furent contraints de perpétuer le savoir, l'histoire et les traditions ancestrales par la force de la mémoire et de l'oralité. C'est également la raison pour laquelle ces derniers accordent nécessairement à leur langue et à l'expression oratoire un intérêt significatif qu'ils ont d'ailleurs l'occasion d'exprimer avec enthousiasme lors d'événements qui rythment les rencontres communautaires. Je pense ici aux célébrations cultuelles protestantes, durant lesquelles les Maori, issus du clergé ou non d'ailleurs, ont l'occasion d'exprimer toute la magie du verbe tahitien, ou encore durant les réunions politiques lors des campagnes électorales en Polynésie française au cours desquelles les hommes et les femmes politiques qui ambitionnent une place de premier choix doivent impérativement dans notre pays manier le Reotheiti avec une certaine virtuosité, car cette langue, parmi l'électorat autochtone, est encore celle du cœur, qui sait faire appel à un univers conceptuel maori, familier, donc rassurant. Contrairement peut-être au français, à la langue française, qui peut revêtir le statut de langue, technocrate, difficile à saisir. En termes d'espace d'expression oratoire, je ne peux pas ne pas citer également les compétitions déclamatoires brillamment conçues et organisées au sein des écoles primaires appelées Orero, pilotées par la cellule langue et culture polynésienne de la direction de l'enseignement primaire en Polynésie française. Ces rencontres, qui mobilisent un nombre extrêmement important à la fois d'enseignants, d'élèves et de parents d'élèves, permettent aux enfants d'être sensibilisés très tôt et pour certains d'être initiés à nos langues vernaculaires qui sont utilisées comme des outils éloquents de transmission de savoirs ancestraux, culturels, mythologiques et communautaires. Ce type de manifestation, qu'il est souhaitable de voir s'étendre aux élèves du secondaire, permet de recréer, voire de créer du lien identitaire entre les jeunes et leur langue maori, c'est-à-dire vernaculaire, dans un contexte où ce lien tend justement à disparaître, comme nous allons le voir. Comme je l'évoquais plus tôt, la Polynésie française, vous le savez, est composée d'une centaine d'îles, de 118 îles pour être plus précis, dispersées sur un territoire aussi vaste que celui de l'Europe. Ces îles sont regroupées évidemment en 5 archipels, l'archipel de la Société, composé des îles du Vent et des îles sous le vent, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambiers, celui des Australes et des Marquises. Cette mer d'îles, pour reprendre l'expression consacrée d'Epili Hau'ofa, reflète évidemment aussi une diversité linguistique qui est parfois occultée par le poids relatif de la langue tahitienne au sein de la Polynésie française. Si la langue tahitienne aujourd'hui est la langue polynésienne la plus représentative de notre territoire en termes de nombre de locuteurs, il existe également aux côtés de celle-ci 6 autres langues référencées
par les docteurs Charpentier et François dans leur atlas linguistique de la Polynésie française. Ces autres langues, il s'agit évidemment du Paumotu, du marquisien du Nord, du marquisien du Sud, du mangarévien, du Rapa et de la langue parlée dans l'archipel des îles australes. En termes d'institutionnalisation de nos langues, on peut évoquer la création à ce jour de 3 académies de langue directement inspirées du modèle français de l'Académie française, fondée au XVIIe siècle par Richelieu. La première et la plus ancienne de notre territoire, appelée Farevana, est celle du tahitien créé en 1974. La seconde, appelée Tuhana Eo Enata, est celle du marquisien créé en 2000. Et enfin, la dernière créée en 2008, Varuru Vananga, est celle qui est dédiée à la langue Paumotu. C'est à la suite de l'extension de la loi d'Eixon au territoire de la Polynésie française en 1980, loi permettant l'ouverture des portes de l'éducation nationale aux langues régionales, que les élus maoris officialisèrent l'enseignement de nos langues vernaculaires en 1981. Si des efforts notables ont été fournis dans le développement de l'enseignement du tahitien, notamment dans le cycle du premier degré et à l'Université de la Polynésie française, il reste cependant du chemin à parcourir dans le cycle du secondaire qui ne compte à ce jour, malheureusement, qu'une seule heure de tahitien obligatoire par semaine en classe de 6e uniquement. Les collégiens et les lycéens de Polynésie française, en fonction des filières dans lesquelles ils s'engagent, ont la possibilité de bénéficier de quelques heures de cours de tahitien par semaine. Cependant, il arrive fréquemment que le tahitien soit en concurrence avec d'autres langues telles que l'espagnol ou le mandarin, parmi lesquelles les élèves doivent faire un choix. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce choix dans le cadre de la scolarité, mais pas uniquement, qu'émergent des questionnements sur l'intérêt d'étudier et de pratiquer le tahitien plutôt qu'une langue étrangère, ou inversement, de s'investir dans l'étude d'une langue différente du Reo Tahiti, de la langue tahitienne. Bien sûr, mon propos ne consiste pas à dresser les contours d'une situation manichéenne dans laquelle, d'une part, tous les élèves polynésiens qui font le choix de prendre des cours d'espagnol n'ont forcément aucun attachement identitaire envers le tahitien, ou plus largement envers les langues maoris, ou alors, d'autre part, que ceux qui font le choix du tahitien ressentent dans la totalité un tel attachement. Ceci étant dit, je voudrais examiner quelques éléments constitutifs de ce détachement qui, malgré tout, ce détachement identitaire, examiner quelques éléments constitutifs de ce détachement identitaire qui, malgré tout, peut déterminer l'orientation de certains choix linguistiques, que ce soit à l'école ou dans les foyers polynésiens. Tout d'abord, il faut dire que les langues maoris ne jouissent pas nécessairement de représentation valorisante parmi les jeunes polynésiens. La langue tahitienne est perçue parfois comme la langue des réprimandes. Quand on se fait gronder, dans certains foyers, dans beaucoup de foyers tahitiens, quand on se fait gronder, certains parents grondent leurs enfants en utilisant le tahitien. Donc ça marque profondément certains enfants et donc ils la considèrent comme la langue des réprimandes. Et celle du secret. Parfois, le tahitien peut également être la langue du secret. On dit de manière plus académique en linguistique, on appelle qu'il y a une fonction cryptique, donc le secret. En effet, il existe encore des personnes qui gardent le goût amer des remontrances parentales exprimées exclusivement au moyen de la langue tahitienne, associant émotionnellement ainsi cette langue à ce que j'appelle la langue des réprimandes. D'autres personnes gardent en mémoire le fait que le Reo Tahiti était utilisé entre adultes pour empêcher les enfants de saisir la teneur des discussions. Enfin, chez beaucoup de jeunes, le tahitien peut représenter également la langue des vieux, pour dire les choses simplement, la langue des vieux et des sujets sérieux, parfois trop sérieux. Ce détachement identitaire des élèves vis-à-vis du tahitien est également encouragé par une société qui juge de l'utilité de la réappropriation du tahitien au moyen d'un critère unique, celui de son potentiel économique.
L'utilité en question de la langue tahitienne est d'ailleurs une interrogation qui revient souvent dans les discussions ou dans les inquiétudes de certains parents d'élèves des cycles primaires et secondaires. À quoi ça sert d'apprendre le tahitien? Est-ce que c'est utile? Est-ce que cela peut permettre à nos enfants d'accéder à un emploi? Voici les quelques questions que beaucoup de parents se posent par rapport à la langue tahitienne. Or, si l'ambition d'un avenir professionnel assuré est tout à fait légitime, on peut cependant constater aussi que la question de l'utilité du tahitien qui, en théorie, pourrait être déclinée sur plusieurs facettes, c'est-à-dire utilité culturelle, utilité identitaire, utilité sociale, etc., n'est en fait appréhendée ici qu'au travers d'une seule et unique d'entre elles, c'est-à-dire celle d'une utilité économique suffisante qui permettrait aux détenteurs de ce capital linguistique d'acquérir un emploi qui constitue évidemment la première marche menant potentiellement vers une réussite professionnelle et éventuellement sociale. Or, on touche ici, selon moi, au cœur de la problématique qui mesure l'intérêt d'un investissement dans l'apprentissage ou la réappropriation de nos langues ancestrales à l'école ou ailleurs sur la base de leurs critères d'utilité économique. Autrement dit, sur leur capacité ou non à constituer un atout de poids dans l'accession à un emploi. Malheureusement, sur le marché des langues qui remplissent ce critère de l'utilité économique, nos langues vernaculaires, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes, ne sont pas au même niveau que le français, l'anglais ou le mandarin par exemple, car contrairement et comparativement à ces dernières, nos langues ne possèdent pas un nombre de locuteurs aussi important. Faut-il pour autant estimer l'importance d'une langue en fonction du nombre de ses locuteurs? Je ne le pense pas. S'il est essentiel pour moi d'établir ce diagnostic dans lequel je mets en exergue une raison qui participe à ce détachement identitaire d'une partie de la population et notamment de certains élèves vis-à-vis de nos langues, il en appelle cependant un autre. En effet, l'omniprésence de la question de l'utilité tend à occulter la question cruciale de la valeur de nos langues, car ces deux concepts, l'utilité et la valeur, sont amalgamés, sans doute involontairement, dans une équation qui voudrait nous faire penser que la valeur d'une langue se mesure nécessairement à l'aune de son utilité et dans le cas du tahitien, de son utilité économique. La distinction entre ces deux éléments est très importante car il peut arriver que la valeur, d'un point de vue identitaire, patrimonial ou culturel, soit inversement proportionnelle à l'utilité définie sous un angle purement économique. Or, pour renforcer ou recréer un lien identitaire entre nos jeunes gens et leur langue ancestrale, leur permettant ainsi de considérer un apprentissage linguistique, il est urgent, selon moi, d'insérer, donc de distinguer dans l'esprit populaire et académique la question de la valeur culturelle inestimable de nos langues maori qui constituent des piliers de notre autochtonie. Bien que comparaison ne soit pas forcément raison, et là je vais faire appel à mes petites connaissances pour comparer avec la situation de la langue hawaïenne, bien que comparaison ne soit pas forcément raison, il serait dommage que celle-ci se prive de la comparaison, particulièrement dans nos mondes océaniens. Ainsi, c'est parce qu'il existe entre Tahiti et Hawaï deux histoires coloniales différentes que la situation de la langue hawaïenne, appelée Olelo Hawaii, diffère sur plusieurs aspects de celle du Rio Tahiti de la langue tahitienne. Si en Polynésie française, le tahitien fut une langue officielle au début des années 80, la révision de la Constitution de la République française en 1992, précisant dans son article 2 que la langue de la République est le français, finit par priver le Rio Tahiti, la langue tahitienne, de son statut de langue officielle dans notre territoire, contrairement au hawaïen, qui est une des deux langues officielles
de l'État de Hawaï depuis 1978. Grâce à ce statut de langue officielle et aux efforts de quelques professeurs hawaïens, la création d'écoles d'immersion appelées Punana Leo, dans laquelle les enfants peuvent suivre un cursus entièrement en hawaïen, fut possible à partir de 1984. Depuis, ces écoles se sont étendues sur l'ensemble de l'archipel et aujourd'hui, il est tout à fait possible à Hawaï de bénéficier d'une scolarité partant de l'école primaire et allant jusqu'à l'université et jusqu'en doctorat, exclusivement en langue hawaïenne. Malgré ces efforts qui tentent cependant de fabriquer de nouvelles générations de locuteurs, il est encore difficile de trouver aujourd'hui des personnes qui parlent le hawaïen en dehors de certains espaces clos tels que l'université ou certaines écoles de danse. Des personnes qui parlent hawaïen en dehors de certains clos, par exemple, et surtout, il est rare de trouver encore des locuteurs ayant le hawaïen pour langue maternelle, ce qui n'est pas le cas, heureusement, en Polynésie française à l'heure actuelle. Toutefois, de fait de la conscience de l'urgence de perpétuer la langue hawaïenne qui, malgré tout, se pratique de manière restreinte, les Hawaïens entretiennent un attachement identitaire, contrairement peut-être à nous, un attachement identitaire fort vis-à-vis de leur langue, permettant à beaucoup d'entre eux de dépasser la dimension utilitaire économique attachée à la langue pour mieux se la réapproprier en mettant plus souvent en avant sa valeur culturelle et identitaire. Pour conclure très rapidement, faut-il qu'un jour que les Maori, les Polynésiens, deviennent minoritaires en Polynésie française comme ce fut le cas pour Hawaï, et suivent le sentier d'une perdition dramatique du nombre de locuteurs dans nos langues polynésiennes pour considérer également ces langues sous la dimension de leur valeur culturelle, justifiant ainsi qu'elles soient perpétuées indépendamment de tout critère économique, utilitaire? Il faut espérer que non, je l'espère. Maruru, maruru. Donc effectivement, ce que je dis en sustant dans mon texte, où j'utilise un certain vocabulaire, c'est effectivement la question de l'attachement identitaire par rapport à nos langues polynésiennes et à la langue tahitienne. On voit aujourd'hui, évidemment, on l'entend très souvent, les Polynésiens, les jeunes Polynésiens parlent de moins en moins le tahitien, etc., etc. Et donc, du coup, il s'agit évidemment, dans le cadre de ce papier, d'essayer d'examiner quelles sont les conceptions qu'on a autour de la langue tahitienne. Je parlais justement de son utilité ou de l'amalgame entre la valeur et l'utilité, qui fait que certains Polynésiens sont dans la confusion, dans l'amalgame, et donc confondent un certain nombre de choses qui les figent finalement dans le mutisme et ce qui les pousse à verbaliser en disant « non, je ne parle pas tahitien ». Voilà, on peut lancer, je pense, la discussion, si vous avez des questions.